Eh bien, bienvenue dans cette deuxième vidéo. On se retrouve pour évoquer les ports de France avec Joseph Vernet. Et vous allez voir que c'est une partie de son œuvre qui est sans doute la plus intéressante. Alors, si on devait retenir une série d'œuvres incontournables de Joseph Vernet, ce serait évidemment sans l'ombre d'un doute les ports de France. C'est un projet titanesque qui a été commandé par le roi Louis XV en 1753. C'est un véritable défi monumental, si l'on peut dire, presque comme demander à un explorateur moderne de peindre chaque port de France plutôt que de le cartographier. Alors aujourd'hui, 13 de ces tableaux sont conservés au Musée national de la Marine, tandis que les 2 derniers se trouvent au Musée du Louvre. Imaginez un instant, vous êtes chargé de parcourir la France pour dessiner tous les ports les plus importants du pays, et ce, évidemment, sous leur meilleur jour. Pas vraiment un petit job de peintre du dimanche. Ces tableaux ont connu un grand succès à leur époque. Ils ont été exposés au salon de l'Académie royale de peinture et de sculpture, puis reproduits en gravure pour une plus large diffusion. Vernet va constamment collaborer par courrier avec le commanditaire, qu'on va bientôt découvrir, et lui poser des questions. Les demandes sont parfois impossibles à tenir, on lui demande plusieurs points de vue, impossible à réunir sur un tableau par exemple. Les demandes et consignes qu'il reçoit sont données par des individus qui ne sont pas sur place. Et Vernet doit parfois forcer les choses pour se faire comprendre. Par exemple, il écrit, en parlant d'une revue du port de Bayonne, « Je ne puis introduire dans ce tableau qu'un seul des bastions de la citadelle, seulement pour désigner l'endroit où elle est. Je suis d'ailleurs un peu trop près de tout. L'ensemble fausse la perspective, mais dans un cas pour celui-ci, on est forcé de prendre quelques licences. Et d'ailleurs, je chercherai à y remédier, ce qui peut se faire quand on sait son métier et qu'on veut prendre la peine nécessaire. » Derrière cette épopée artistique se cache un personnage clé, le marquis de Marigny. Vous demandez sans doute qui est ce Marigny et pourquoi diable a-t-il décidé de se lancer dans cette aventure avec Joseph Vernet. Alors, le marquis de Marigny, de son nom complet Abel François Poisson, était le frère cadet de la célèbre Madame de Pompadour, la favorite emblématique de Louis XV. Pas tout à fait un aristocrate lambda donc. Si vous pensez que Marigny était juste un noble sans grande passion, détrompez-vous. Cet homme était un véritable amateur d'art et d'architecture, formé à l'ombre de sa sœur. Madame de Pompadour ne se contentait pas de chaperonner le roi, elle a aussi fait de son frère un véritable connaisseur des arts. Elle a un peu joué le rôle de coach artistique, si vous voulez, avant l'heure, envoyant Marigny à l'étranger, lui faisant visiter des monuments et rencontrer des artistes. Résultat des courses, Marigny est devenu un acteur incontournable de la scène culturelle française. Madame de Pompadour, c'est en quelque sorte la directrice artistique non officielle de la cour de Louis XV, avec un sens aigu du talent, qu'il s'agisse de peinture, d'architecture ou de musique, comme on peut le voir sur ce portrait de Quentin de la Tour, où elle met en avant toutes ses qualités à travers la représentation d'ouvrages dont on va reconnaître l'encyclopédie d'ailleurs dans l'un de ses ouvrages. Elle a mis tout en œuvre pour que son frère suive ses traces. Grâce à elle, Marigny a cultivé un goût raffiné et une ambition: faire de la France un modèle de beauté et de sophistication. Lorsque Louis XV, poussé par sa maîtresse Madame de Pompadour, nomme Marigny directeur des bâtiments du roi, c'est un coup de génie. Ce poste stratégique, chargé des commandes royales en art, est l'occasion rêvée pour Marigny de superviser la création
de la série des ports de France. Marigny, dans son nouveau rôle influent, décide de confier à Vernet la mission de peindre les principaux ports du royaume. Pourquoi Vernet, vous demandez-vous ? Bien, parce qu'à l'époque, il est déjà célèbre pour ses marines et également sa capacité à capturer l'atmosphère des paysages côtiers avec une précision presque photographique. Marigny voit en lui l'artiste idéal pour ce projet ambitieux. Il lui commande la réalisation de 24 tableaux, ou 25 selon les sources, destinés à célébrer la puissance maritime de la France, tout en éveillant les rêves des spectateurs. La demande de Marigny est claire. Les tableaux doivent réunir deux mérites, celui de la beauté pittoresque et celui de la ressemblance. Vernet accepte, mais avec une condition. Il souhaite visiter chaque port pour en saisir l'essence véritable. Peindre depuis un bureau avec des descriptions insuffisantes ? Pas question. Vernet veut ressentir l'air marin, observer la lumière en personne et vivre l'expérience portuaire de l'intérieur. Tout semblait prometteur pour que Vernet réalise ses 24 vues des ports français. Mais les finances royales se révèlent aussi capricieuses qu'une mer calme avant la tempête. Entre guerre et dépenses extravagantes, l'argent se fait rare. Vernet continue de travailler, mais les paiements sont de plus en plus tardifs. À un moment donné, il doit même avancer ses propres frais. Une situation insoutenable qui pousse l'artiste à bout après seulement 12 tableaux. Les négociations avec l'administration royale deviennent houleuses. Un compromis est finalement trouvé. Vernet accepte de conclure la série avec un dernier tableau, arrêtant ainsi le projet initial. Nous restons donc avec 15 tableaux au lieu des 24 ou 25 prévus. Vernet demande à arrêter la série, mais on lui répond « Quelque envie que j'ai de vous procurer dans vos travaux tous les agréments possibles, je ne puis consentir au désir que vous avez de, après vos études faites dans ce port, finir vos tableaux à Bordeaux. » Vernet et Marigny vont finalement trouver un accord. Le roi se résignera à une série incomplète, mais de qualité, plutôt que d'épuiser l'artiste ou de bâcler le travail. C'est la leçon de la gestion artistique en temps difficile. Vernet ne voyagera pas seul à travers la France. Il emmène avec lui toute sa famille, sa femme, ses enfants et parfois même quelques domestiques. Imaginez la scène, une petite caravane débarque dans chaque port, prête à s'installer pour plusieurs semaines, le temps que Vernet prenne ses croquis, étudie la lumière et observe la vie portuaire. Cette vie de nomade est aussi exaltante qu'éprouvante. La famille Vernet doit s'adapter aux conditions locales, parfois rudimentaires, mais c'est également une aventure partagée, pleine de découvertes. Les enfants Vernet, grandissant en ce milieu, sont même parfois mis à contribution. On les imagine aidant leur père à préparer son matériel ou à peindre des éléments secondaires. Cette expérience leur offre une éducation unique, mêlant voyage et immersion artistique. Je vous propose maintenant d'en venir à l'œuvre au programme, l'analyse de la deuxième vue du port de Toulon, datée de 1756. Alors, avant d'analyser la deuxième vue, qui est l'œuvre au bac, vous devez savoir que Vernet a en fait réalisé 3 vues du port de Toulon. Le premier tableau, c'est celui-ci, la vue du parc d'artillerie. Ce tableau met en avant la nouvelle darse de l'Arsenal, également appelée la darse Vauban. En référence à l'architecte. À gauche, on aperçoit la ville de Toulon, tandis qu'à droite, les bateaux sont amarrés dans la vieille darse. Au premier plan, Vernet a représenté le parc d'artillerie avec des activités typiques de l'époque, telles que des forçats tirant un canon et des exercices sur un mortier. Le deuxième tableau montre la vieille darse avec les bâtiments portuaires qui seront plus tard détruits durant la Seconde Guerre mondiale. Au premier plan, Vernet a choisi de représenter des activités liées au chargement des vivres, soulignant
l'importance économique et logistique du port. Cette vue, donc celle du bac que nous allons détailler, offre un panorama de la rade depuis le mont Faron. Vernet y dépeint un retour imaginaire de chasse au premier plan, ajoutant une touche de vie quotidienne avec des joueurs de boules visibles en bas à droite du tableau. Ce tableau illustre la vie sociale et les loisirs des habitants de Toulon à l'époque. Je voudrais également vous montrer les gravures de Cochin. 3 vues du port. Cochin a gravé 16 ports de France en tout, dont 15 d'après les tableaux de Vernet et un d'après son propre dessin. Alors, ces gravures ont permis une large diffusion des œuvres de Joseph Vernet, contribuant à leur célébrité et à leur succès commercial. Pour nous, c'est vraiment intéressant parce que les gravures offrent un piqué d'image et une qualité de netteté que l'on n'a pas sur les images que l'on trouve des tableaux de Vernet sur Internet. Donc vous avez peut-être déjà remarqué que je vais utiliser les gravures de Cochin pour montrer un certain nombre de détails. On y verra bien mieux que sur les reproductions des peintures. Alors, dans ces différentes vues de port et pour répondre aux exigences esthétiques et propagandistes, Vernet a parfois choisi de représenter des éléments qui ne correspondaient pas strictement à la réalité du moment. Par exemple, dans une correspondance avec le marquis de Marigny concernant Bordeaux, Vernet se demande s'il doit peindre les bâtiments selon leur état actuel ou anticiper leur apparence future une fois les constructions achevées. Cette correspondance montre comment Vernet navigue entre l'exactitude documentaire et la composition idéalisée, introduisant parfois des éléments fictifs pour renforcer l'effet global. Passons donc à l'examen minutieux de la deuxième vue du port de Toulon. Ce tableau ne se contente pas d'éblouir par sa virtuosité technique. Il offre également un aperçu fascinant des enjeux artistiques et culturels de l'époque. Ce chef-d'œuvre fait donc partie de la célèbre commande royale des ports de France, un ambitieux projet, je vous le rappelle, qui vise à immortaliser les principaux ports du royaume de Louis XV, tout en consolidant l'image maritime de la France. Avec cette œuvre, Vernet nous plonge donc dans une composition élaborée où le réel flirte avec le sublime. Imaginez-vous face à ce tableau, qui s'étend sur près de 3 mètres de largeur. La première impression est celle d'une composition en 3 parties distinctes. Tout d'abord, un premier plan, foisonnant de détails, la ville et la rade, et ce ciel méditerranéen qui semble occuper une place disproportionnée. Vernet maîtrise l'art du contraste. En bas, le tableau fourmille de détails. Personnages en habits élégants, une villa somptueuse à gauche, des domestiques en pleine activité. Au premier plan, sur les marches d'un escalier, on peut observer plusieurs groupes de personnages en habits du XVIIIe. Un homme monte les marches, accompagné d'une femme, vêtue d'une robe longue et portant un chapeau à plumes. Une autre femme descend les marches en suivant un petit chien. Un homme semble aider une dame à descendre en lui tenant la main. On remarque des personnages au repos, discutant ou se promenant. Leurs vêtements sont représentatifs de l'aristocratie de l'époque. Sur la terrasse, à gauche, près d'un bâtiment, des dames en robe ample et des hommes coiffés de chapeaux discutent. On voit également une servante plus modeste dans sa tenue. L'architecture est marquée par un balustre élégant, des statues et des ornements classiques. À droite, un groupe de cavaliers arrive ou s'apprête à partir. Les chevaux sont richement harnachés, indiquant le statut élevé des cavaliers. On y voit également une personne portant des charges, ce qui contraste avec l'élégance des personnages principaux.
Enfin, en arrière-plan, la composition s'ouvre sur un vaste paysage, où l'on aperçoit des champs, des collines, des bâtiments et une ville lointaine, évoquant évidemment Toulon. L'étendue donne une impression de profondeur, accentuée par la perspective linéaire. On remarque également des éléments architecturaux et des sculptures, urnes décoratives sur le bord de la terrasse, ainsi qu'une grande obélisque. Un lion sculpté est visible en haut à droite, ajoutant une touche de grandeur. Ça et là, des chiens, des hommes qui flânent. Ici, des hommes regardant des boules de pétanque et une large fontaine. Au premier plan, à droite, se trouve donc cette fontaine ornée d'une sculpture représentant un personnage mythologique dans une pose dramatique. Cette figure, probablement inspirée de l'art antique, donne un air majestueux à la scène. La fontaine est encadrée par une structure architecturale avec un fronton décoré de statues. Juste devant la fontaine, un petit groupe d'aristocrates, comprenant des hommes en manteau long et chapeau tricorne, discutent paisiblement. Certains sont appuyés sur des cagnes, signe de leur statut. Ces groupes se tiennent autour d'une pièce d'eau entourée d'une clôture élégante. Plus à droite, deux hommes se promènent tout en discutant près de la fontaine. Leur pose détendue contraste avec la solennité de la statue. Plus bas, vers le centre de l'image, on aperçoit plusieurs hommes engagés dans un jeu de boules, sans doute une forme ancienne de pétanque. Ils sont vêtus de manière plus simple que les autres personnages, suggérant une activité populaire ou moins formelle. À l'arrière de la fontaine, on distingue une table dressée, située sous une tonnelle, couverte de plantes grimpantes. Cette scène de banquet suggère un moment de convivialité où l'élite s'est réunie pour manger en plein air. Une personne est assise à table, visible derrière les colonnes. Un peu plus loin, une femme est accompagnée de ses enfants, observant la scène près de la balustrade. En arrière-plan, à nouveau, la vue s'ouvre sur la ville portuaire de Toulon, avec une perspective plongeante qui dévoile les installations navales. On aperçoit des navires à l'ancre, des chantiers maritimes et des bâtiments industriels, symbole de la puissance navale française à l'époque. Ce contraste entre la mondanité du jardin et l'activité portuaire reflète l'importance de Toulon comme centre stratégique. Les marches menant à la terrasse sont flanquées de statues de lions, soulignant la grandeur du lieu. Ce passage semble mener à un grand portail orné de motifs rococo, s'ouvrant sur un jardin géométrique à la française, avec des arlets bordés de cyprès. Mais pourquoi cette scène si méticuleuse? Pourquoi une scénographie si compliquée? Vernet, malgré l'aspect documentaire de sa mission, ne se contente pas de représenter un paysage de manière brute. Il compose une narration visuelle. Par exemple, le groupe de personnes sur la terrasse, les domestiques affairés ou les chasseurs en arrière-plan racontent une histoire d'élégance et de loisirs propre à l'aristocratie du XVIIIe siècle. Cette scène pourrait bien être celle d'une réception champêtre dans un cadre méditerranéen idyllique qui met en valeur l'image d'une Arcadie rêvée par les intellectuels et les artistes de l'époque. L'Arcadie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une région de la Grèce antique qui était représentée en poésie comme un pays idéal. Voici la composition à travers la règle des tiers. Nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente. La règle des tiers propose de découper en 3 parties égales le tableau. Et donc vous avez ici 2 tiers de ciel pour 1 tiers de premier plan, pour ainsi dire, avec une ligne d'horizon qui traverse la ligne des tiers la plus basse. On peut également découvrir ici la profondeur à travers les plans. Vous avez donc un premier plan qui correspond à toutes ces scènes très détaillées que je vous ai expliquées. Un second plan qui représente les champs et des bâtiments industriels. Et puis l'arrière-plan principalement composé en fait d'un ciel dégagé. On peut voir ici à nouveau le jeu de perspective atmosphérique et de valeurs avec au tout premier plan des valeurs plus soutenues, plus intenses, au second plan des valeurs que l'on pourrait qualifier d'intermédiaires dans des verts et dans les bruns
Et puis à l'arrière-plan, donc ce ciel dégagé avec un dégradé allant d'un bleu clair soutenu à un jaune bleu, jaune gris bleu même au niveau de la ligne d'horizon. Alors en examinant ce tableau, on perçoit les influences directes des maîtres italiens du XVIIe siècle, du XVIIe siècle, tels que Claude Le Lorrain ou Nicolas Poussin. La composition symétrique, le subtil jeu de lumière et d'ombre, ainsi que la perspective soignée sont des éléments hérités de ces artistes. Vernet reprend ces conventions, mais les adapte avec une touche d'innovation propre à son époque. La lumière du matin, douce et dorée, imprègne l'ensemble d'une clarté qui magnifie les détails architecturaux et naturels, créant une atmosphère où l'air semble presque palpable. Un autre aspect remarquable est l'utilisation de la chambre noire par Vernet pour obtenir une vue aussi précise. Alors quand je dis l'utilisation de la chambre noire, on n'en a évidemment pas la preuve, mais on sait que Vernet connaissait ces outils-là. C'est une technique prisée par les védoutistes italiens comme Canaletto, qui lui permet de capturer fidèlement la perspective urbaine et l'agencement spatial. Encore une fois, on n'a pas de preuve que Vernet a utilisé la chambre noire, mais elle permet de donner en tout cas un cadre, et conceptuellement, on peut imaginer que Vernet, connaissant cette technologie, en fait, a pu, en tout cas, s'y référer, ne serait-ce que d'un point de vue de l'idée, pour réaliser son travail avec cette succession de plans et ce cadrage. Chez Canaletto, un peintre italien du XVIIIe siècle, connu pour sa précision architecturale et ses vues urbaines détaillées, il utilise ici des vues panoramiques de Venise pour attirer les touristes anglophones. Il transforme ses œuvres en véritables souvenirs de voyage. D'ailleurs, Vernet était également très admiré en Angleterre, où il avait également un succès énorme. Alors, évidemment, Vernet ne se contente pas d'une simple reproduction. Le choix du point de vue depuis le Mont Faron offre à la fois une vue panoramique et une scène intime au premier plan, accentuant la profondeur et l'intégration harmonieuse entre nature et architecture. Alors, bien que le projet des Ports de France impose à Vernet une certaine rigueur documentaire, ce qui distingue ce tableau, c'est la façon dont l'artiste transcende, c'est-à-dire va au-delà de cette contrainte, pour créer un paysage vivant. La terrasse ornée d'arbres sculptés, la fontaine majestueuse et même le petit âne récalcitrant ajoutent une touche de pittoresque et de quotidien à l'ensemble. C'est là toute l'habileté de Vernet. Il parvient à insérer une scène presque banale dans un cadre grandiose sans compromettre l'équilibre global de l'œuvre. Alors évidemment, les références sont multiples. En comparant cette œuvre avec d'autres tableaux de la série, comme les vues de Marseille ou La Rochelle, on observe une constante. Vernet excelle dans la représentation des effets atmosphériques. Que ce soit l'orage menaçant, le crépuscule ou encore les nuages lourds annonçant une tempête, il saisit avec une brillance rare ces moments éphémères qui insuffle vie au paysage. D'une certaine manière, ces qualités préfigurent les recherches impressionnistes qui émergeront un siècle plus tard, notamment dans les séries de Monet, la série des Meules par exemple, qui contient 25 tableaux dont voici quelques reproductions. Chez Monet, la perspective est presque absente, comme dans certaines vues des nymphéas. Le cadrage rapproché empêche la profondeur de se déployer dans le tableau. La série des Meules illustre comment la lumière et l'atmosphère transforment la perception d'un même sujet à différents moments de la journée. Bien avant Monet, Vernet s'intéressait déjà aux variations atmosphériques. Dans son port de Toulon, la lumière méditerranéenne changeante au cours de la journée structure l'œuvre de manière similaire à la manière dont Monet joue avec la lumière. D'une certaine manière, la recherche de Vernet sur la lumière anticipe les obsessions impressionnistes de Monet.
Il est également intéressant de replacer cette deuxième vue du port de Toulon dans un contexte plus vaste en la comparant à d'autres œuvres. Par exemple, les vues de Marseille ou d'Antibes, commandées dans le cadre de la même série, montrent que chaque port possède son propre caractère. À Toulon, Vernet choisit de souligner la tranquillité et l'élégance méridionale, tandis qu'à Marseille, il met en avant le dynamisme commercial et l'effervescence du port. En conclusion, la deuxième vue du port de Toulon transcende le simple tableau documentaire. C'est un condensé de l'art du XVIIIe siècle, mêlant héritage classique, sensibilité rococo et prémices du romantisme. Vernet réussit à capturer à la fois l'exactitude topographique et l'âme méditerranéenne, offrant une œuvre où le réel s'élève vers l'idéal. En explorant les autres vues de la série et ses œuvres plus libres, on découvre un peintre polyvalent, oscillant entre rigueur descriptive et envolée poétique. Alors, que retenir de cette analyse ? Peut-être que ce qui rend l'art de Vernet si fascinant, c'est sa capacité à transformer un paysage familier en un lieu de rêve. Une qualité rare qui invite le spectateur à contempler, mais aussi à imaginer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers de Joseph Vernet et de ses magnifiques peintures des ports de France. Après cette virée dans les abysses de l'expression artistique, remettons les compteurs à zéro, rangeons nos stylos, retour à la case départ, jusqu'à une prochaine exploration.